Bonjour à tous et bienvenue dans Moteur. Après la frénésie des 24 heures de Francorchamps, notre émission retrouve un petit peu son rythme de croisière. Et nous sommes arrivés dans la province du Luxembourg pour vous parler d'une discipline spectaculaire et qui gagne à être connue, la course de côte. Au sommaire de Moteur cette semaine, un ultime retour à Francorchamps pour apprécier le duel entre Alfa et BMW en ETCC. Les artistes du MotoGP en démonstration sur le toboggan de Sachsenring, la prestation des pilotes du championnat de Belgique de Supermoto au cœur de Charleroi et pour clôturer, l'analyse complète du Deutschland Rally, épreuve du championnat du monde de la spécialité. La course de côte, tout le monde connaît, ou du moins croit connaître. Pour en avoir le cœur net, nous avons pris la direction de Grandcourt, petit village dans la province de Luxembourg, pour assister à l'une des épreuves phares de ce championnat. Michel, bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par nous rappeler quel est le principe exact de la course de côte ? Le principe exact de la course de côte, c'est un peu comme en athlétisme 200 mètres. C'est une épreuve courte pendant laquelle le pilote doit donner tout ce qu'il a dans un temps finalement relativement court. On en a la preuve ici puisqu'elle est plus rapide, je crois en 44 secondes. Donc un tracé unique qu'on va prendre plusieurs fois dans la journée ? Oui, on va donc en ce qui concerne en tout cas les nationaux, ils ont eu ce matin deux montées d'essai, entraînement, et l'après-midi ils auront 2 montées officielles. Et on additionnera les 2 meilleurs temps des 3 montées pour obtenir le classement final. Alors on voit tout comme voiture ici, des monoplaces, des protos, des GT, des petites voitures de tourisme. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte absolument tous les véhicules possibles et imaginables ? Je dirais plutôt que c'est le charme de la course de côte, c'est-à-dire de voir un peu, tout d'abord la voiture un peu de Monsieur Tout-le-Monde, ce sont les petites groupeines, une Polo, une Golf, et puis jusqu'à le monstre qui s'appelle la Formule 3000, en passant par exemple par des monoplaces et également des sports proto. Donc il y a une diversité extrêmement grande et je crois que c'est un petit peu ce qui plaît au public. Si le championnat FIA GT constitue la traditionnelle tête d'affiche des Super Racing Weekends, l'ETCC, l'European Touring Car Championship, ne manque pas d'intérêt lui non plus. Cette compétition européenne regroupe en effet la crème du tourisme continental avec un affrontement grandiose entre BMW, Alfa Romeo et Seat par pilotes professionnels interposés. La première des 2 joutes spadoises semblait devoir tourner à l'avantage des BMW 320i, quand bien même Andy Priault, le pilote de l'équipe de Bart Mampay, manquait totalement son envol, laissant la vedette à Dirk Müller, Gabriele Tarquini, Jörg Müller, Fabrizio Giovanardi et le reste de la meute. Au sommet des comptes, Tarquini donnait l'avantage à Alfa Romeo avant de louper son freinage, permettant à Dirk Müller de récupérer les rênes de la course. Quelques dizaines de mètres plus loin, Nicola Larini se frottait à Fabrizio Giovanardi, les 2 bolides restant miraculeusement sur la piste. La fin du premier tour voyait l'ex-pilote F1 Gabriele Tarquini placer une attaque imparable sur Dirk Müller, la 156 GTA numéro 4 retrouvant le leadership devant une meute de BMW. Au fil des tours, Dirk et Jörg Müller allaient soumettre Tarquini à une pression de tous les instants, tout en faisant preuve d'une grande sportivité. Fermant toutes les portes à double tour, l'Italien parvenait malgré tout à résister au retour en force des 2 320i officiels, engagés par le team Schnitzer, ancien vainqueur des 24 heures de Francorchamps. À l'issue des 8 tours de course, Gabriele Tarquini remportait la première partie de cette spectaculaire bataille des Ardennes, devançant les BMW de Dirk et Jörg Müller, l'Alfa de Nicola Larini et les autres 320i de Giovanardi, Priault et Huisman. Acte 2 avec les mêmes acteurs, mais les 6 premiers du classement de la joute initiale dans l'ordre inverse sur la grille de départ. De quoi permettre au Hollandais Duncan Huisman d'imposer sa 320i et d'emmener dans son sillage Priault, Colciago, Larini, Müller et Giovanardi. La lutte entre Alfa et BMW promettait une nouvelle fois d'être grandiose. Dans le deuxième gauche de Blanchimont, Huisman s'offrait une frayeur à plus de 200 km/h, sans influence cependant sur le classement qui restait à l'avantage des BMW. Survolté au volant de la 320i du team belge de Bart Mampay, le jeune britannique Andy Priault portait l'estocade au sommet des combes, renvoyant Huisman au 2e rang sous la menace directe d'un Roberto Colciago particulièrement en verve. Entre pilotes officiels Alfa, on ne se faisait pourtant pas de cadeau, Nicola Larini éliminant Roberto Colciago de son champ de vision à l'issue d'une manœuvre plutôt limite.
Andy Priault menait la danse, derrière cela chauffait entre Huisman et ses poursuivants, le Hollandais volant loupant même une vitesse, de quoi permettre à Nicolas Larini, Dirk Muller et Roberto Colciago de gagner en rang. Le pire était encore à venir pour Duncan Huisman qui fautait au passage des comptes, de quoi le priver définitivement d'un résultat en vue. Au niveau de la chicane bus stop, c'était au tour de Roberto Colciago de s'offrir une chaleur, de quoi lui faire perdre momentanément le bon rythme, ce dont Jörg Müller allait profiter pour gagner en rang dans la hiérarchie provisoire. Retour au bus stop avec cette fois Dirk Muller donnant un petit coup de pouce à Nicolas Larini de manière à aider ce dernier à louper son point de freinage, sans résultat cependant. Derrière Priault, le combat pour la deuxième place était acharné jusqu'au bout, Larini tenant en respect Dirk et Jörg Müller. Mais c'est bien la 320i du RBM Racing qui remportait cette deuxième joute. Une première victoire à domicile pour la formation de Bart Mampai, dont le jeune pilote britannique a excellé sur le toboggan des Ardennes. Quant à Gabriele Tarquini, vainqueur de la première manche, il était cette fois contraint à l'abandon sur crevaison, ce qui ne l'empêche pas de conserver la tête du championnat avec 64 points contre 62 à Jörg Müller, 58 à Dirk Muller et 57 à Andy Priault. Prochaine épreuve à Anderstorp en Suède, début septembre. On vous l'a dit depuis le début de cette émission, les courses de côte rassemblent plusieurs catégories de véhicules, dont quelques monoplaces. Et la plus impressionnante du plateau aujourd'hui, c'est certainement celle-ci, la Formule 3000 de Jean. Alors Jean, les courses de côte, c'est en général sur un revêtement assez bosselé. Comment ça se passe avec un monstre comme celui-ci? Le plus difficile, c'est de pouvoir, dans les meilleures conditions, transmettre la puissance. Et je peux t'avouer franchement que parfois c'est vraiment délicat. Il y a des voitures un tout petit peu moins puissantes qui sont avantagées sur des tracés très sinueux comme celui-ci. Donc là, de temps en temps, il y a pas, ça racle, ça touche, ça risque de partir, c'est pas un petit peu dangereux? Ce qui est, on a difficile de pouvoir transmettre la puissance dès le départ. On a difficile dans les passages là de pouvoir mettre les gaz à fond tout de suite, donc il faut tout le temps doser. Et les F2 pour ça sont avantagés puisqu'ils peuvent y aller franchement tout de suite. Ils ont 50 à 80 chevaux de moins et ça passe. Pendant toute la journée, on a l'impression que vous ne roulez pas énormément. Qu'est-ce qui te motive à courir en course de côte? Ce qu'il y a, les 5 minutes que l'on va avoir aujourd'hui sont vraiment des minutes intenses. C'est un peu comme comparé à un tour de qualification. C'est vraiment le même genre de sport. C'est uniquement le tour de qualif. Tout le reste, on s'en passe.